Allô maman? Oui, je sais, franchement, t'es en droit de me déshériter. J'aurais dû t'appeler bien avant, mais je vais me rattraper et tout te raconter. J'en étais où? Ah ouais, c'est vrai. Arrivée à Espino, j'étais bouleversée. J'ai regardé le coucher du soleil jusqu'à ce qu'il fasse noir et que je commence à me dire que je devrais chercher un endroit où dormir. Mais il y avait presque personne. Un couple m'a conseillé d'aller jusqu'à l'église de la ville. C'est là que j'ai rencontré Manuel. Ce mec est génial. Aussi exubérant que généreux, il m'a dit que je pouvais dormir sans souci dans une des pièces annexes à l'église, mais que lui et ses pèlerins de Fatima devaient d'abord donner à manger aux sans-abri. Je l'ai supplié de me laisser les aider. Après m'avoir bien précisé que je n'étais pas obligée, il a accepté, sans doute pour me faire plaisir. Il m'a donné un t-shirt et je leur ai filé un coup de main dont ils n'avaient visiblement pas besoin. La machine était bien huilée et en une demi-heure, tout était plié. À la fin, ils m'ont adorablement forcé à manger, bien que je leur ai dit que j'en avais pas besoin. Ils m'ont préparé un coin pour dormir aussi. Avant de partir, ils m'ont tous fait un câlin et remercié. Ils avaient l'air aussi heureux que moi de ma présence. Après leur départ, sur le point de m'endormir, juste à côté d'une fresque dédiée à Jésus, j'ai pas pu m'empêcher de penser que j'étais bénie. Le lendemain matin, j'ai découvert un petit déjeuner qu'ils m'avaient laissé dans la nuit. J'ai tout remballé et je me suis mise en route, en me retournant une dernière fois. Je suis allée me poser sur la digue pour profiter de la vue et méditer sur ce qui venait de m'arriver. Maman, c'est pour ça que je faisais ce voyage sans argent. Si j'en avais eu, je serais restée seule dans une chambre d'hôtel et je serais passée à côté de tout ça. Ensuite, je me suis mise à faire du stop en écrivant juste Sud sur ma pancarte. C'est là que ça a commencé à se compliquer. Un mec s'est arrêté, je le sentais pas, mais ça faisait un moment que j'attendais, alors je suis quand même montée. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Tu n'as pas peur ?» Je lui ai demandé si je devrais. Il m'a répondu « Non, je ne suis pas un démon, ne t'inquiète pas. » Enfin, c'est ce que Google a traduit. Il a proposé de s'arrêter sur la plage pour fumer une clope, puis, quand il a voulu aller pisser, il m'a dit « Reste pas là toute seule, viens avec moi. » Non, mais ça va, je suis bien là. On s'est remis en route et là, maman, ça m'a semblé durer une éternité. Il a lourdement insisté pour que je le tripote. J'ai dû lui dire au moins 6 fois que je voulais pas, mais il avait pas l'air de comprendre. Il a fini par s'arrêter sur un parking totalement désert. Il faisait noir. Il m'a dit « Maintenant, touche-moi ». J'avais peur, maman. J'ai voulu sortir de la voiture et il m'a dit « Si tu descends ici, personne ne te trouvera ». Je sais pas si c'est ce qu'on appelle voir sa vie défiler devant ses yeux, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis demandé si c'était la fin. En fait, non. Je lui ai dit que s'il me conduisait pas en ville, je descendrais quand même et j'appellerais la police. Il m'a promis de le faire. Sur le chemin, il a quand même demandé s'il pouvait se toucher devant moi. C'est fou, non? En me déposant, il s'est excusé de m'avoir mis mal à l'aise. Sérieux? Il était flippant mais pas dangereux, je suppose. Je suis arrivée au Var vers 21h. Il y avait personne et tout était fermé. J'ai fini par croiser 3 cinquantenaires qui m'ont demandé ce que je foutais là. Je leur ai expliqué ce qui venait de se passer et l'une d'entre eux, Raquel, a proposé de m'héberger si son mari acceptait. Ça a été le cas, donc je me suis retrouvée dans leur superbe maison et ils ont été adorables. Raquel parlait un peu français. Elle a fait à manger, m'a questionné sur mon voyage, m'a parlé de leur vie. Elle m'a même prêté un pyjama, un pilou-pilou et des pantoufles. Je me sentais presque comme avec toi, maman. En sécurité en tout cas, et c'était ce dont j'avais besoin après ce gros coup de stress. Je me suis détendue. Le lendemain matin, il me déposerait sur un axe très fréquenté. J'ai repris le stop. Et très vite, Nani et Victor m'ont embarqué. Ils ont dit que c'était trop dangereux de faire du stop et qu'ils allaient me payer un ticket de train. J'ai refusé avec insistance, mais ils ont dit que je n'avais pas le choix et que ce serait dommage de gaspiller un ticket qu'ils allaient de toute façon acheter. C'était des anges. Dans le train, je pensais à toute cette bonté dont les gens faisaient preuve et je trouvais ça inspirant. Arrivée à Coimbra, j'étais censée aller chez un coach surfeur, mais un autre m'a proposé de loger dans sa Repubblica. Une Repubblica, c'est un peu comme une fraternité, mais un peu comme un musée aussi. Chaque pièce est décorée différemment selon une histoire bien spécifique qu'il est vachement marrant d'essayer de déchiffrer. Ouais. J'ai donc rejoint lui et ses colocs. Ils avaient l'air sympas au premier abord, enthousiastes, rigolos. La porte de leur maison était toujours ouverte, au sens propre, et tout, j'ai bien dit tout, ce qui est dans la Repubblica, appartient à tout le monde. Pas besoin de le demander, et j'allais en faire les frais. Le problème, c'est qu'ils ne s'écoutaient pas les uns les autres. Il y avait une légère tension qui semblait normale pour eux. Ils passaient leur temps à s'interrompre et répéter les mêmes histoires. En soi, c'est pas grave, mais c'est pas vraiment agréable. Tout était différent, plus attentionné, et il ne coupait pas les gens, mais s'en foutait de l'être. Le lendemain, Hement, tu te souviens de lui, est venu me rejoindre quelques heures. Il pleuvait, alors on a passé la journée dans un café avec le barman et un américain trop bavard. C'était ma bulle avant de retourner avec les autres.
Le lendemain, je me sentais toujours pas à ma place, alors j'ai essayé de trouver un autre coach surfeur et Francesco est arrivé dans les 15 minutes. Il était trop cool. Il m'a ramené chez ses parents où encore une fois je me suis sentie comme à la maison. J'avais ma propre chambre et elle était trop top. Les draps étaient tellement doux. Tôt le matin, on est parti visiter Coimbra. Je pouvais pas partir sans voir l'université, c'est une des plus vieilles d'Europe. Honnêtement, c'était pas foufou, mais ça valait le coup d'œil. Francesco était très jeune et très chrétien. C'était super intéressant de discuter avec lui. Avant son examen, il m'a déposé sur un rond-point où j'ai fait du stop pour Nazaré. C'est comme ça que j'ai rencontré Raphaël et ça c'est une belle histoire. Avant d'aller à Nazaré, il avait voulu se rendre à Fatima mais n'avait jamais trouvé la route. Je l'ai tellement distrait qu'il a arrêté la sortie et on y arrivait par hasard. Il était belge aussi, on rigolait non-stop et on avait une façon d'envisager la vie qui était assez similaire. Je l'adorais déjà quelques minutes après avoir fait sa connaissance. Il a dit que j'étais arrivée comme une réponse à ses attentes et dans ce contexte si particulier, ça m'a beaucoup touchée. On est finalement parti à Nazaré. On y a vu un bateau de pêche qui donnait au paysage un air de carte postale. Un défaut de grosses vagues qu'on était supposé trouver. Puis on a rencontré un petit monsieur qui a beaucoup ému Raphaël. Il nous a raconté des choses en portugais pendant de longues minutes, sachant pertinemment qu'on ne comprenait rien du tout. Remis de ses émotions, Raphaël a décidé au péril de sa vie de foncer dans une heure de mouette pour que je puisse faire des belles photos. Il a survécu, t'en fais pas. Et ça valait le coup. Pour les photos, mais surtout parce que c'était drôle. J'en ai encore plein des histoires avec Raph et crois-moi, il y a du lourd. Mais pour le moment, je dois te laisser. Je te rappelle dès que je peux, désolée. Gros bisous maman, je t'aime.